ça y est, l'enregistrement est parti. Mais écoutez, je vous propose qu'on démarre. Donc, bienvenue à Victor et à Jennifer, et puis bienvenue à ceux qui nous rejoindront par la suite. On va commencer peut-être par se présenter. Alix, je te laisse te présenter. Oui, donc Alix Gaillard, je travaille au Greta 71 de Sud-Bourgogne de Chalon-sur-Saône et je suis évaluatrice CLEA depuis bientôt 3 ans. Voilà. Merci Alix. Donc Michel Faux, je suis conseiller en formation continue, directeur des études du CAFOC de Dijon et pour le réseau des Greta, référent académique CLEA depuis sa mise en œuvre en 2015. Voilà. On a choisi en concertation avec Transition Pro et particulièrement avec Bernard Guérin, qui est le président du jury co-président du jury CLEA, de mettre l'accent aujourd'hui sur à la fois le processus de délivrance de la certification CLEA et puis plus particulièrement sur une prestation qui compte dans l'obtention de la certification CLEA, qui est la prestation d'évaluation. C'est pour ça que Alix est avec nous, puisqu'elle rencontre des candidats CLEA, peut-être pas au quotidien, mais régulièrement, et elle organise cette prestation d'évaluation, et ça nous paraissait peut-être important de découvrir avec elle comment cette prestation se met en place et surtout comment elle est vécue par les bénéficiaires, les candidats, qu'ils soient demandeurs d'emploi ou salariés, comment ils vivent cette prestation et surtout comment ils appréhendent CLEA dans un projet de transition professionnelle, de reconversion ou d'évolution tout simplement professionnelle ou d'accès ou d'insertion professionnelle. Donc l'idée c'était de faire découvrir le point de vue des bénéficiaires de la certification CLEA par un évaluateur CLEA. On a donc une personne qui nous rejoint, qui se connecte. Alors peut-être pour démarrer et ne sachant pas finalement quel est votre degré pour ceux qui participent à cette visio de connaissance de CLEA et de la certification CLEA, on a fait le choix de prendre quelques minutes rapidement pour présenter à la fois le processus de certification CLEA, comment on accède à la certification CLEA, et puis comment concrètement de quoi est faite une prestation d'évaluation CLEA en vue de l'obtention de la certification CLEA, dont on rappelle que la délivrance de CLEA, c'est un jury qui délivre ou pas CLEA, et donc l'évaluation intervient en amont de l'évaluation par le jury de la certification CLEA. Donc, on va revenir là-dessus. Donc, pour ça, je vais partager un support. Voilà, je remets au début. Rapidement, pour encore une fois s'assurer d'une connaissance, d'un socle, là aussi d'un socle commun de connaissances autour de CLEA, sans jeu de mots. Qu'est-ce que CLEA? Alors c'est déjà rappeler CLEA, c'est quand même une certification qui est récente dans le paysage de la formation professionnelle, puisque elle apparaît en 2015. C'est une décision à la fois des partenaires sociaux, donc des syndicats de salariés et des organisations représentatives des employeurs, de mettre en œuvre cette certification. Et elle apparaît sous la forme d'un décret en 2015. Donc, une certification adossée à un référentiel qu'on appelle le référentiel du socle de connaissances et de compétences, le S2CP. Et donc, voilà, c'est simplement rappeler que cette certification est quand même relativement récente dans le paysage de la formation professionnelle en France, ce qui peut peut-être expliquer qu'ici et là, elle reste encore à présenter et à promouvoir auprès à la fois des bénéficiaires et puis des entreprises et de tous les professionnels qui de près ou de loin seront intéressés par cette certification. Elle a été créée par ce qu'on appelait autrefois le COPANEF, le Comité paritaire national pour la formation, l'emploi et la formation. Donc, une structure qui était une structure paritaire, qui a disparu avec la réforme de 2018 et qui a été remplacée depuis par CertifPro. Donc, aujourd'hui, on connaît CertifPro comme étant l'association
qui gère pour le compte des partenaires sociaux la mise en œuvre de Cléa au niveau national et au niveau local, puisque Transition Pro, puisque c'est le mois des transitions professionnelles, Transition Pro Bourgogne-Franche-Comté abrite en son sein Certif Pro et donc les jurys qui, en Bourgogne-Franche-Comté, délivrent la certification Cléa. C'est une certification dont le principal objectif, alors on pourrait aller beaucoup plus loin, mais bon, dans le cadre du temps imparti, on pourrait peut-être y revenir sur des échanges, c'est une certification qui vise à reconnaître des compétences qu'on a l'habitude d'appeler des compétences transversales. Donc, ce ne sont pas des compétences, on va dire, cœur de métier, des compétences techniques liées spécifiquement à tel ou tel métier ou tel secteur professionnel, mais ce sont au contraire des compétences qui ont vocation à être mises en œuvre dans tous les contextes professionnels, d'où leur utilité, d'où l'utilité de cette certification par rapport à, on va dire, un aspect d'employabilité des personnes qui obtiennent cette certification, puisque c'est une manière pour elles de faire reconnaître des compétences qu'elles peuvent mobiliser dans n'importe quel contexte professionnel. Il s'agit simplement de contextualiser ces compétences au secteur qui est visé, mais voilà, par définition, Cléa reconnaît des compétences transversales à l'ensemble des secteurs professionnels. Cléa s'adresse en priorité à des actifs qu'ils soient salariés ou demandeurs d'emploi, alors bien entendu plutôt faiblement qualifiés ou peu qualifiés, mais on le verra aussi, ça peut s'adresser à des salariés ou des demandeurs d'emploi qui ont peut-être obtenu une qualification il y a quelques années en arrière, mais qui, dans leur projet de reconversion ou d'insertion professionnelle, vont pas s'appuyer sur cette qualification pour envisager de retrouver de l'emploi ou pour changer de métier. Et donc, Cléa, c'est un plus qui vient, encore une fois, on va dire dans le portfolio d'une personne, attester de compétences transversales qui seront complémentaires à des compétences ensuite expertes, cœur de métier, qui seront liées à soit une expérience professionnelle ou à l'obtention d'une qualification professionnelle. D'où parfois le fait qu'on propose dans certains cas la double certification, à la fois préparer par exemple un CQP ou un titre professionnel et préparer en même temps Cléa, parce que les deux sont complémentaires. Et puis, juste pour rappeler que Cléa, donc, c'est une certification, que derrière cette certification, on a un référentiel de compétences, et que ce référentiel, il est décomposé en 7 domaines, on va les préciser tout de suite après, en 28 sous-domaines et 108 critères d'évaluation. Et donc, un évaluateur Cléa, son rôle, ça va être d'apprécier la mise en œuvre de l'ensemble des compétences qui figurent dans ce référentiel, et donc de vérifier que ces compétences ont pu être mobilisées à un moment donné du parcours de la personne, et proposer ensuite au jury la délivrance de la certification à condition que les 28 sous-domaines soient maîtrisés et que donc les 7 domaines soient également maîtrisés. C'est le règlement de la certification Cléa qui précise que pour obtenir Cléa, il faut maîtriser les 28 sous-domaines ou les 7 domaines et donc les 7 domaines de Cléa. Les 7 domaines, les voilà. Alors, on pourrait dire que, souvent on s'arrête là dans la lecture du référentiel Cléa. Pour ceux qui s'intéressent à ce que recouvre Cléa, et je pense qu'une lecture approfondie du référentiel est importante parce que derrière les intitulés se cachent ces fameux sous-domaines et ces fameux critères d'évaluation. En fait, on a trois domaines de compétences: communiquer en français, utiliser les règles de base de calcul et de raisonnement mathématique, et utiliser les techniques usuelles de l'information et de la communication numérique qui renvoient, on pourrait dire, à
un champ qui est souvent un champ de savoir de base, voilà, dans la maîtrise de la langue, en mathématiques, et puis dans la maîtrise des environnements informatiques et bureautiques. Ensuite, on a trois domaines de compétences qui seront plutôt des compétences, s'il fallait les caractériser, plutôt cognitives, sans utiliser des termes barbares, mais qui renvoient plutôt à la capacité de la personne à ajuster un comportement dans une situation professionnelle. Donc, c'est le travail en équipe, le travail en autonomie et la réalisation d'un objectif individuel et l'apprentissage, apprendre à apprendre tout au long de la vie. Et puis, on a un dernier champ de domaine de compétences qui porte spécifiquement sur toute la maîtrise en fait, des cadres professionnels qui sont liés au respect des règles d'hygiène, de sécurité et des règles environnementales qu'on retrouve maintenant dans quasiment tous les secteurs professionnels. Rapidement, là aussi, ces 7 domaines se décomposent en sous-domaines. La lecture des sous-domaines est déjà une manière d'illustrer encore un peu plus, de rendre un petit peu plus palpable ces fameuses compétences transversales qui sont à l'œuvre dans Cléa. Si on prend par exemple le travail en équipe, on a à la fois le respect des règles de la vie collective, le travail en équipe en tant que tel, c'est-à-dire la compréhension des règles et puis surtout de l'organisation d'une équipe, à qui je rends compte, quelles sont les personnes qui ont une responsabilité d'encadrement dans une équipe, quelles sont les personnes avec lesquelles je vais être amené à travailler en présentiel, voire à distance. On peut être à un moment donné à travailler en équipe avec des personnes qu'on ne rencontre jamais physiquement, mais qui pourtant sont des personnes avec lesquelles on a une interaction au niveau professionnel. Contribuer dans un groupe et communiquer. Donc voilà, on voit que derrière cette notion de travail en équipe, on commence à voir des choses un petit peu plus palpables en termes d'environnement professionnel dans lesquels cette compétence va s'exercer. La même chose pour travailler en autonomie, où on voit que dans le sous-domaine 3 par exemple, de travailler en autonomie, on a à prendre des initiatives et être force de proposition. On voit bien là qu'on attend d'un salarié qu'il soit capable de faire des propositions d'amélioration, d'analyser un petit peu les choses telles qu'elles se passent et éventuellement corriger le tir si les choses ne se passent pas comme attendu par l'encadrement ou par l'employeur. Voilà pour les 7 domaines, 28 sous-domaines. Et donc, on passe là aussi, pour que vous ayez un petit peu quelques points de repère sur la prestation d'évaluation, donc le rôle de l'évaluateur. Alix va ensuite illustrer avec quelques cas pratiques, quelques exemples de la manière dont ça se passe pour des candidats Cléa. Le processus de délivrance de la certification Cléa prévoit deux prestations, ce qu'on appelle une prestation d'évaluation préalable. Alors, comme son nom l'indique, elle a lieu, c'est la première, elle a lieu en début de processus de délivrance de la certification. C'est une prestation qui a pour objectif à la fois de vérifier le degré d'appropriation de la certification Cléa par le candidat, vérifier qu'il a le niveau d'information suffisant pour savoir à quoi il s'attend, à quoi il doit s'attendre s'il veut obtenir la certification Cléa, et puis surtout quel est l'intérêt pour le candidat d'obtenir cette certification. Donc, ça se fait par une phase d'accueil où on vérifie que la personne a le niveau d'information suffisant pour rentrer dans le processus Cléa. Ensuite, on a un premier entretien. Je passe rapidement parce que Alix détaillera un peu plus. On a une phase d'entretien qu'on pourrait qualifier, moi j'appelle ça, quand on fait le parallèle par exemple avec une démarche de bilan de compétences, on pourrait appeler ça une phase exploratoire. On va aller essayer de voir avec le candidat en fonction de son parcours. Alors tous les parcours ne sont pas de même intensité, de même richesse, mais on va aller quand même regarder dans le parcours de la personne et voir dans quelle mesure elle a été amenée dans des situations diverses et variées, que ce soit des environnements professionnels bien entendu, mais aussi des environnements pourquoi pas personnels ou sociaux, si elle a fait du bénévolat ou des choses de ce type-là. On va aller regarder dans quelle mesure elle a déjà pu être amenée à mobiliser les compétences du socle et on va la faire parler. On va lui faire évoquer ces situations pour voir dans quelle mesure elle s'est
comment elle s'est comportée face à ces situations et si ces compétences du socle ont été mises en œuvre. Ensuite, on aura une mise en situation où là, en fait, on va proposer aux candidats une situation, là aussi Alix reviendra dessus, une situation virtuelle bien entendu, on n'est pas en situation professionnelle quand on est en prestation d'évaluation, mais on va lui proposer une situation dans laquelle le candidat aura des missions à réaliser, elle sera immergée dans un contexte, comme un peu un jeu de rôle, avec des missions à réaliser, des ressources à utiliser, des documents à utiliser, et donc des propositions à faire qui font la démonstration ou pas de la maîtrise des compétences du socle. Et donc, la mise en situation couvre l'ensemble des compétences du socle. On aura une auto-évaluation, c'est-à-dire qu'on va demander au candidat de s'auto-évaluer, de porter un premier jugement de sa part sur, selon lui, est-ce qu'il a mobilisé les compétences du socle. Et puis, on aura, pour clôturer cette phase d'évaluation préalable, un entretien qu'on pourrait appeler un entretien de synthèse. Et là, deux cas possibles. Soit, comme dans une démarche de VAE, la personne finalement a apporté suffisamment d'éléments pour que l'évaluateur estime que toutes les compétences sont maîtrisées et donc l'évaluateur considérera que le dossier en l'état peut être envoyé au jury pour délivrance de la certification. Soit certaines compétences ne sont pas maîtrisées. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas maîtrisées en tant que telles. Ça veut dire que l'évaluateur n'a pas à sa disposition suffisamment d'éléments pour dire que cette compétence-là est maîtrisée. Et donc là, ça veut dire que on ne peut pas proposer la délivrance de la certification et que donc il devra se passer quelque chose. Et notamment, on peut préconiser qu'un parcours de formation pourrait permettre de maîtriser les compétences qui ne sont pas maîtrisées à cet instant T. Et donc, dans ce cas-là, on passera par un parcours de formation pour terminer, refermer la parenthèse avec une évaluation finale, cette fois-ci, qui se déroulera à peu près sous la même chronologie que celle qu'on vient de présenter pour l'évaluation préalable, c'est-à-dire entretien, mise en situation et entretien de synthèse, sauf que là, cette évaluation ne portera que sur les compétences qui n'avaient pas pu être mises en avant lors de l'évaluation préalable. Donc, on resserre les taux uniquement sur les compétences qui n'ont pas pu être considérées comme maîtrisées lors de l'évaluation préalable. Et à ce moment-là, l'évaluateur peut envoyer, cette fois-ci, avec le complément de formation et donc l'évaluation finale, le dossier en certification. On reviendra là-dessus si nécessaire, et puis surtout, encore une fois, Alix viendra apporter des cas concrets par rapport à ça. Le processus d'évaluation, alors comment ça se passe du côté du candidat, du côté de l'évaluateur? Du côté du candidat, on vient de le voir, en fait, le candidat il bénéficie d'entretien. Il bénéficie d'une mise en situation, on lui propose une mise en situation, il va aussi réaliser lui-même une auto-évaluation, et puis on y reviendra parce que je pense que c'est un élément important avec Alix. C'est très important, oui. Il va constituer progressivement un dossier de preuve. On y reviendra tout à l'heure, mais j'en dis quand même quelques mots. Le dossier de preuve, ce sont tous les éléments, un peu comme un portfolio, tous les éléments que le candidat va pouvoir réunir, alors soit sur son parcours antérieur, notamment quand on est sur la phase d'évaluation préalable, il arrive, il rencontre l'évaluateur et là il peut amener alors des attestations de formation, des certificats de travail, pourquoi pas des comptes rendus qui ont pu avoir lieu de périodes en entreprise, des stages en entreprise ou en tout cas tout ce qui peut amener à un moment donné à apporter des preuves, à collecter du matériau de preuves pour aller dans le sens de la maîtrise de ces compétences du socle. Et donc, l'idée, c'est de constituer comme ça ce portfolio. Et puis, dans l'hypothèse où il passe, après l'évaluation
évaluation préalable par la case formation, toutes les compétences n'ont pas été validées, eh bien, il faudra que le parcours de formation qu'ils suivent permette aussi d'alimenter ce dossier de preuve. Donc, mettons qu'il n'est pas validé le domaine 3 et qu'ils doivent, pour valider le domaine 3, passer par un parcours qui mette l'accent sur la partie informatique, bureautique, etc. Il faudra qu'il puisse prouver, à travers la formation qu'il a suivie et à travers l'organisme qui l'aura formé, par une attestation que des compétences ou des connaissances ont été acquises durant ce parcours de formation. Donc voilà, on y reviendra, mais l'évaluateur aide le candidat à constituer ce dossier de preuve qui va ensuite être communiqué également au jury. L'évaluateur, lui, à sa disposition, qu'est-ce qu'il a? Eh ben, il a une grille d'observation avec l'ensemble, notamment les critères d'évaluation et les indicateurs associés à chaque critère d'évaluation. Je vous rappelle 108 critères d'évaluation. Donc, il faut balayer tous ces critères d'évaluation et avoir des indicateurs qui permettent d'apprécier si ces critères sont atteints ou pas. Il a donc une grille de résultats avec ces indicateurs individuels, par candidat. Il a bien sûr un guide d'évaluateur puisque l'évaluateur a été formé. On ne s'improvise pas évaluateur. Et Alix, comme les autres évaluateurs, a été formé durant 3 jours aux prestations d'évaluation. Et puis, elle a à sa disposition un livret de certification qui va être, on va dire, le résumé des résultats de la prestation et d'évaluation pour qu'ensuite, ça soit déposé sur un système d'information et que les membres du jury récupèrent tous les éléments pour ensuite prendre leur décision. Juste petite précision, ce livret de certification, il est signé effectivement forcément par l'évaluateur puisque c'est l'évaluateur qui l'a mis en place, mais il est co-signé par le candidat. Oui, c'est important. Oui. Voilà. Ensuite, alors rapidement sur la posture de l'évaluateur. Ça aussi, c'est pour illustrer ce que ensuite, encadrer plutôt ce qu'Alix va ensuite illustrer concrètement. On insiste sur le fait que l'évaluation, c'est pas un positionnement, c'est une démarche. Alors souvent on utilise des images pour la caractériser. Alors ça pourrait être, on pourrait dire, une démarche un peu d'enquête. L'évaluateur, il a un peu la posture de l'enquêteur qui va braquer des coups de projecteur à différents endroits du parcours d'une personne et puis aider cette personne, justement en éclairant ce parcours à prendre conscience que certaines compétences ont pu être mises en œuvre dans certaines situations. Alors, par le biais de la formation, mais aussi et surtout souvent par le biais de l'expérience professionnelle. On a souvent affaire à des gens qui ont collectionné comme ça tout un tas alors le terme n'est peut-être pas très joli, mais de bouts de parcours, de bouts d'expérience, des remplacements, des missions d'intérim, des activités saisonnières. Faut bien imaginer que souvent pour des personnes faiblement peu qualifiées, on a des parcours, mais qui ne sont pas des parcours cohérents dans la durée, qui sont plutôt des juxtapositions d'expériences professionnelles. Et dans ce sens-là, l'évaluation, c'est aussi un moyen, un peu comme dans une démarche VAE, de prendre conscience finalement qu'à travers toute cette collection d'expériences, il y a des choses qui ont été l'occasion, il y a des moments qui ont été l'occasion de développer des compétences. De donner du sens aussi au parcours de la personne, de lui donner du sens. C'est ça, c'est ça. L'autre métaphore qu'on utilise aussi, c'est celui de la sage-femme, c'est faire accoucher les personnes des choses dont elles n'avaient pas forcément conscience. Quand on donne la parole aux personnes, aux candidats, soit à l'issue d'une prestation d'évaluation, soit à l'issue d'une formation autour des compétences du socle et de Cléa, les gens disent il y avait des choses que je savais faire, mais j'en avais pas conscience. Alors, n'en ayant pas conscience, ça aurait été difficile pour elle de le valoriser auprès, par exemple, d'un employeur. Le fait d'en prendre conscience et pouvoir mettre des mots aussi, parce que le référentiel permet de mettre des mots, de donner des noms à des compétences, d'utiliser un langage qui parle aussi à d'autres, c'est une manière pour ça, comme pour les candidats, de mettre en avant et d'être plus actifs dans leurs relations avec des actuels ou futurs employeurs.
Autre élément qu'on peut dire sur l'évaluation, et puis on arrive quasiment au terme de cette première petite présentation. Finalement, qu'est-ce qu'on demande au candidat quand il est dans la prestation d'évaluation? On demande au candidat de décrire. Hein. C'est pour ça qu'on a une phase d'entretien. Hein. On demande à la personne non pas de citer les expériences, hein, mais de décrire concrètement les conditions professionnelles dans lesquelles elle s'est trouvée et qui ont pu être l'occasion de mise en œuvre de compétences du socle. Donc, alors on a des techniques qui sont souvent ce qu'on appelle les techniques d'évocation, c'est l'entretien d'explicitation, c'est faire dire à la personne concrètement, mais voilà, quand tu faisais ça, tu le faisais avec qui, tu rendais compte à qui, tu utilisais quel document, s'il y avait un problème, comment ça se passait, est-ce que toi tu pouvais intervenir ou est-ce qu'il fallait que tu appelles quelqu'un à ton aide? Voilà, quels étaient les environnements matériels et informatiques, par exemple, que tu avais à ta disposition. Donc, faire dire à la personne, lui faire évoquer le maximum d'éléments pour qu'on puisse se faire une idée très précise de la situation dans laquelle elle se trouvait. On a dit avec les éléments de preuve, la personne prouve, au sens, elle amène des éléments de preuve, et tous les documents, on va dire à caractère officiel, dès lors qu'en fait il y a une signature quelque part. Donc ça peut être une signature d'un employeur, la signature d'un tuteur, la signature alors quand c'est un diplôme, de celui qui délivre le diplôme ou la certification, l'organisme de formation, s'il y a eu formation qui vient attester que des connaissances ou des compétences ont pu être acquises à l'issue d'un parcours de formation. Tout ça, ce sont des éléments de preuve parce qu'il y a un côté, on va dire, officiel. Quelque part, il y a aussi un tiers, une autre personne ou structure qui atteste de ce que la personne maîtrise. Et puis, on lui demande d'agir, et ça, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure avec la mise en situation. Donc, alors, bien sûr, c'est une mise en situation virtuelle, mais qui a été scénarisée par les concepteurs de cette mise en situation pour faire comme si on était dans une situation réelle. Et donc, comme dans un jeu de rôle, on immerge la personne dans une situation où elle aura à faire des choses, elle aura encore une fois à réaliser des missions, à utiliser des documents qui sont mis à ses dispositions. Et donc on va voir dans quelle mesure là elle s'organise pour traiter la situation qu'on lui propose. Donc elle agit aussi, et donc dans la prestation d'évaluation, on a bien ces trois éléments. Le candidat décrit, il prouve et il agit. Et on terminera sur la décomposition en termes d'étapes et de temps de la prestation d'évaluation. Donc, on a dit tout à l'heure une phase d'accueil. Alors bon, ça dure autour d'une trentaine de minutes. Alors après, tout dépend du niveau d'information de la personne au moment où elle se présente devant l'évaluateur. Bon, souvent, les gens sont dans des dispositifs, donc on leur a déjà parlé un petit peu de Cléa, donc ils n'arrivent pas complètement vierges. Mais bon, il se peut que parfois l'information soit trop faible, soit mal comprise. On a aussi des candidats pour lesquels il y a besoin à un moment donné de réexpliquer un petit peu les choses, à la fois de les rassurer sur ce qu'ils vont vivre et puis de leur expliquer, y compris la finalité de tout ça et l'intérêt pour eux de s'engager dans cette prestation. L'entretien qu'on a évoqué tout à l'heure, là aussi, entre 1 heure et 1h30, on a souvent des publics, au-delà de ce temps-là, ils sont plus réceptifs, ils sont plus disponibles, donc il faut être assez humble. Et donc voilà, la mise en situation, c'est un petit peu plus long parce que là, il y a toute une organisation logistique, encore une fois, même si c'est pas une situation réelle, c'est une situation virtuelle, donc il y a des documents à remettre, il y a des consignes à donner, il faut laisser le temps aux gens de traiter la situation. Oui, et puis il y a aussi des situations où il y a du travail de collectif, du travail individuel, donc c'est plus cadencé, c'est une autre manière pour les candidats, c'est pas aussi dense que le premier entretien individuel en tout cas.
C'est ça. Et puis, donc, l'entretien de synthèse, généralement, mais ça, Alix expliquera comment elle fait, généralement, qui intervient après. En fait, l'évaluateur collecte tous les éléments qu'il a pu recueillir lors de la phase d'entretien et de la mise en situation, plus les éléments de preuve, ce qui lui permet de faire sa propre synthèse en tant qu'évaluateur, de reprendre toutes les exigences du référentiel et voir s'il a suffisamment d'éléments pour attester de la maîtrise des compétences du socle. Et une fois qu'il a fait ce travail-là de synthèse, qui est un gros boulot, j'imagine, Alix, tu te diras le temps que tu y passes. Ensuite, il y a la restitution lors de l'entretien de 2. Alors, encore une fois, deux cas de figure, puis après on illustrera. Soit la personne valide toutes les compétences et l'entretien numéro 2, c'est simplement pour revenir sur l'ensemble et pour finalement expliquer à la personne qu'on a suffisamment d'éléments pour dire que les compétences sont suffisamment maîtrisées et que le référentiel de certification est atteint et donc on peut envisager la délivrance de la certification. En tout cas, l'évaluateur va proposer au jury de délivrer la certification. Ça, c'est le cas. Et à ce moment-là, il n'y aura qu'une évaluation préalable. L'évaluation préalable devient de fait évaluation finale. Ou alors, toutes les compétences sont pas maîtrisées. Donc là, il va falloir prendre un petit peu plus de temps pour expliquer pourquoi l'évaluateur n'a pas pu, ne considère que telle ou telle compétence n'est pas maîtrisée, et puis faire des propositions, des préconisations en matière de formation. Donc on peut dire que l'entretien numéro 2, il est plus ou moins long selon la situation, selon qu'on part directement sur la délivrance de la certification ou selon qu'on part sur un parcours de formation, du moins la nécessité de passer par un parcours de formation pour envisager l'obtention de la certification. Voilà pour cette présentation, peut-être un peu longue, mais qui permet de rebalayer vraiment à la fois la certification, le référentiel et puis le processus de mise en œuvre d'une évaluation. Est-ce que pour ceux qui participent actuellement, il y a des questions, ce qui vous a été présenté, c'était déjà des choses que vous maîtrisiez parfaitement, ou est-ce qu'il y a des questions, des compléments d'information que vous souhaiteriez obtenir? Vous pouvez prendre le micro pour… Non? Pas de retour? Rebonjour Jennifer Mailly, pour vous faire un petit retour. Moi, j'avais la connaissance de Cléa, mais simplement dans le cadre des financements de formation. Je travaille à Pôle emploi. Oui. Et pour le coup, je n'avais jamais pris le temps de regarder dans le détail ce que c'était que la certification, bien que je connaissais les grandes lignes. Simplement, votre présentation, je l'ai trouvée très claire et très intéressante parce qu'on n'a jamais le temps de se poser pour regarder dans le détail parfois les dispositifs et que voilà, moi, c'était un temps que j'avais dédié à ça aujourd'hui et vous avez répondu à toutes mes questions, donc je vous en remercie. Bon, parfait. Et le support, là, bien sûr, sera mis à disposition, donc vous pourrez le récupérer sur la plateforme Transition Pro. D'accord, merci. Bien. D'autres retours, non? Ce que je propose maintenant, c'est que Alix, maintenant je vais me taire, je vais lui laisser la parole, parce que ce qui est intéressant, comme vous le disiez, Jennifer, c'est surtout qu'on voit pour le coup, non, c'était pas Jennifer, c'était Florence Legendre. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit maintenant qu'on essaie d'illustrer concrètement comment ça se passe pour un candidat. Donc je crois qu'Alix avait en tête quelques exemples, y compris récents, de candidats que tu as reçus en évaluation. Donc, est-ce que tu peux peut-être illustrer avec un parcours ou deux parcours ce qu'on a vu là de manière un peu théorique, quoi. Alors, je vous propose pour commencer un parcours au niveau de l'évaluation préalable et qui s'est arrêté à l'évaluation préalable. C'est un monsieur qui avait préparé un diplôme de niveau, alors anciennement niveau 5, nouveau niveau 3. En gros, il n'a pas validé son BPA. Ouais. Il a travaillé ensuite,
Il a eu l'opportunité de travailler plutôt en intérim. Il s'est spécialisé dans la logistique. Il a fini par trouver des CDD, puis un CDI en logistique. Donc, une bonne dizaine d'années d'expérience dans ce domaine-là. Il a eu l'opportunité dans son dernier emploi de remplacer le responsable logistique qui a eu des gros soucis de santé. Et puis, il a changé de région. Il est arrivé en Bourgogne et ce monsieur-là, en fait, était dans une démarche. Il souhaitait au tout début se former et obtenir la qualification, une certification, une reconnaissance de responsable logistique. L'objectif, en fait, quand il a souhaité passer CLEA, et on lui en a parlé dans le cadre de son accompagnement à la formation à la recherche d'emploi, c'était vraiment une première étape et une première logique vers de la VAE. Et là, grosse importance a été donnée forcément à son dossier de preuve, puisque c'est son dossier de preuve qu'il a commencé à monter pour CLEA et qu'il a ensuite pu transposer pour sa recherche, sa démarche de VAE. Donc, effectivement, pour reprendre le schéma qui était noté, le premier accueil, eh bien, on réexplique toujours, quels que soient les candidats, on réexplique toujours en quoi consiste CLEA et on précise toujours que dans l'évaluation préalable, comme le nom l'indique, c'est une évaluation préalable. Ça veut dire qu'à la fin de ce premier temps, ce n'est pas une obligation pour tous de tout valider parce que certains arrivent, on leur dit, ben voilà, c'est la certification CLEA. Premièrement, ça n'est pas un examen, ce n'est pas du tout cette logique-là, hein, Michel vous l'a expliqué, c'est vraiment une recherche à la fois de preuves, d'explicitation et on regarde comment les gens agissent. Donc déjà, on dédramatise et on explique que dans le processus, il y a d'abord une évaluation préalable. À la fin de cette période-là, on regarde un petit peu ce qui peut être validé, les domaines qui peuvent être validés par le candidat. Et ensuite, ils ont jusqu'à 5 ans pour se présenter à l'évaluation finale, comme son nom l'indique. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et c'est vraiment dans cette phase d'accueil, c'est finalement très peu l'ont intégré, même si on leur a dit, quand on leur a présenté, quand on leur a parlé de la certification CLEA, ils ne l'ont pas forcément en tête. Donc, cette phase d'accueil, c'est vraiment très importante. En train de dire, Alix, que finalement, ils abordent cette certification comme ils peuvent aborder d'autres certifications. Ils ont peur d'un examen, Exactement. un coup près qui va leur tomber sur la tête et soit ça passe, soit ça casse. Hein. Exactement. J'ai vu des gens, alors l'accueil en général, je le fais en collectif, des petits collectifs, 4, 5 maximum. Mais c'est vrai que j'ai vu des gens arriver pétrifiés. Et qui tremblaient, qui étaient, voilà, parce que ça faisait pour certains des années qu'ils n'avaient pas passé d'examen ou même qu'ils n'avaient jamais validé quoi que ce soit. Et du coup, les remettre dans cette situation-là. Donc, l'accueil, c'est vraiment pour tout leur expliquer, mettre à plat, dédramatiser. On n'est pas du tout dans une démarche d'examen, on est dans une démarche de recherche des compétences en vue d'une certification. Hein, ça, donc, c'est vraiment important. Je me rappelle quand on faisait la formation des évaluateurs, pareil, on cherche toujours un peu des images. Hein. Je disais, on a l'impression que l'évaluation préalable, c'est un peu, ou l'évaluation, tout court, que ce soit préalable ou finale, c'est un peu un mixte entre un bilan de compétences et une démarche de VAE. Hein, bilan de compétences au sens où on fait dire aux gens, on leur fait creuser un peu dans leur parcours. Et puis, VAE, voilà, on leur demande d'aller chercher des éléments de leur parcours. Puis le bilan de compétences, leur faire dire finalement, leur faire mettre des mots sur des choses dont ils n'ont pas forcément toujours conscience. Oui. Hein. C'est exactement ça, tout à fait. Et justement, dans la phase d'après, hein, le premier accueil, le premier entretien individuel, on est vraiment dans cette logique de bilan de compétences. Donc, les gens, en l'occurrence, si je reprends cet exemple-là, il a fallu que je fasse décrire le candidat, ses différents emplois dans différentes structures, qu'est-ce qu'il avait fait en logistique, comme le disait très bien Michel, hein, concrètement, qu'est-ce qu'il a fait, comment se déroulaient ses journées, avec qui il travaillait, quel type de produit il avait la charge, tout le côté aussi, comment est-ce qu'il était habillé, est-ce qu'il avait des équipements spécifiques, notamment des équipements de protection individuelle, est-ce qu'il avait des outils spécifiques,
comment était constituée son équipe, combien de personnes ils étaient, quelles étaient ses missions, quelles étaient ses responsabilités. On va vraiment dans le détail. On est presque dans un entretien, dans un questionnaire d'enquête, pratiquement, hein. L'objectif étant que les personnes expliquent, explicitent et illustrent leur quotidien, leur concret, pour pouvoir effectivement mettre à jour les compétences qu'elles ont pu mettre en œuvre, qu'elles ont pu développer tout au long de leur parcours. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important dans cette partie d'entretien, premier entretien individuel. Quand les personnes arrivent, on leur parle de Cléa et de compétences, alors je ne sais pas quel terme tu utilises, hein, mais de compétences transversales ou des compétences qu'on peut mobiliser dans des contextes professionnels différents. Est-ce que ça leur cause, ou est-ce qu'il faut illustrer ces contextes professionnels pour dire, communiquer dans le bâtiment, ça peut vouloir dire ça, communiquer dans le transport, ça peut vouloir dire ça. Est-ce que les gens se font une idée de ce que c'est que ces compétences ou pas? Certains qui ont bénéficié d'un accompagnement, Pôle emploi, formation, bilan de compétences, actif projet, voilà, certains, ça leur parle. D'autres, je pense particulièrement aux évaluations et certifications faites pour des personnes salariées en cours d'activité, surtout si elles sont en activité depuis quelques années, honnêtement, ça ne leur parle pas vraiment. Donc, ça, il faut vraiment le détailler dans la partie accueil. Et ensuite, dans le premier entretien individuel, on va décortiquer en fonction du poste de la personne. Voilà, vous avez fait ça là. Est-ce que quand vous avez été aussi dans telle entreprise, ou quand vous avez, parce qu'on n'a pas forcément qu'un métier, de moins en moins, on a plusieurs métiers dans une vie professionnelle. Est-ce que quand vous étiez à tel endroit, que vous teniez tel autre poste, vous utilisiez aussi ces compétences? Comment est-ce que vous faisiez, notamment tout ce qui concerne le travail d'équipe? Là, on va chercher vraiment dans toutes les missions des différents candidats. Un autre exemple que j'avais, une personne qui a beaucoup travaillé en restauration, que ce soit la restauration collective, la restauration, elle a tenu aussi des missions dans un bar, elle a fait du service en restauration traditionnelle, etc. Cette personne est venue dans le cadre de la certification Cléa avec un projet de reconversion professionnelle, souhaitant mettre un peu plus en adéquation ses aspirations profondes, l'aide aux personnes, etc., surtout vu le contexte actuel. Et donc, l'objectif pour elle, c'était de la certification CLIA, c'était une première étape avant d'envisager soit une formation d'aide-soignante, soit une formation d'accompagnant socio-éducatif. Et donc, l'objectif, c'est que pour cette personne, dans le cadre de l'entretien individuel, c'était de lui faire décrire toutes les compétences, notamment les compétences de travail d'équipe qu'elle a pu mettre en œuvre dans la restauration, dans ses différents postes en restauration, et voir si elle pouvait faire un lien, parce qu'elle avait eu la possibilité de réaliser des stages d'aide-soignante, etc., déjà en situation, si elle arrivait à faire un lien. Et donc, l'intérêt, c'est vraiment, et je me souviens, cette personne, à un moment, elle me dit « Oh, mais oui, mais c'est ça que je dois faire comme aide-soignante. » Et bien voilà. Et elle s'est rendue compte, grâce aux entretiens de Cléa, que les compétences demandées dans sa nouvelle orientation professionnelle, eh bien, c'était des choses qu'elle avait déjà pu mettre en œuvre, certes, dans un autre secteur, mais si elle avait déjà mis en œuvre dans un contexte, il n'y a pas de raison qu'avec un petit peu d'adaptation, elle sache sans aucun problème le mettre en valeur dans un autre contexte professionnel. Alors ça me semble extrêmement important, ce que tu dis là, parce que finalement, tu vérifies un peu l'hypothèse qu'on peut faire quand on travaille sur Cléa, c'est qu'effectivement, il y a à la fois un processus de prise de conscience, hein, et que la compétence, c'est aussi être conscient de ses compétences. Hein, on peut parfois, et ça on le dit souvent, hein, mais on peut être compétent sans le savoir. C'est-à-dire que on peut avoir été amené finalement à être confronté à des situations professionnelles et à
les avoir plus ou moins bien gérés, mais sans avoir conscience de ce qu'on faisait à ce moment-là. Et puis, ça, c'est une première chose donc, que tu vérifies. Et puis, la deuxième, c'est le côté transférable. C'est de dire, si j'ai pu être compétent dans un contexte professionnel donné, et si j'ai conscience de ce que je mettais en œuvre dans ce contexte-là, je peux tout à fait le transférer dans un autre contexte professionnel. Si j'ai su travailler en équipe dans le secteur, alors parler de l'agriculture, je peux le faire dans le secteur de la logistique. Voilà. Encore faut-il, et les deux sont liés, encore faut-il que j'ai conscience de ça. Et finalement, la prestation d'évaluation, elle a aussi pour but de rendre, de faire toucher du doigt aux personnes, finalement, les compétences qu'ils ont pu être amenés à mettre en œuvre. Exactement, parce qu'on leur demande, en tout cas, c'est vrai que je leur demande parfois, ils me disent vous allez rudement loin, mais si, c'est compliqué ce que vous me demandez. Mais en fait, non, il faut simplement qu'ils réfléchissent un petit peu et qu'ils se remémorent tout ce qu'ils ont pu mettre en place. Et effectivement, c'est dans les détails. OK, comment vous étiez habillé, qu'est-ce que vous faisiez, combien de temps ça prenait, avec quels outils vous travaillez, etc., etc. Pour peut-être apporter un autre éclairage sur la prestation d'évaluation, on en a parlé tout à l'heure, c'est tout ce qui tourne autour de ces fameux éléments de preuve. Si on peut peut-être mettre un coup de projecteur là aussi sur concrètement qu'est-ce que ça peut signifier pour les candidats de collecter ces éléments de preuve. Juste, moi, j'utilise souvent la comparaison avec le film Mammouth. Je ne sais pas si les gens le connaissent, c'est avec Gérard Depardieu qui refait toute l'histoire de sa vie professionnelle et qui part sur sa mobilette faire le tour de tous les employeurs qu'il a eus pour récupérer ses certificats de travail parce qu'il veut partir en retraite et faire valoir ses droits à la retraite. Et puis là, en fait, une vie tellement professionnelle, tellement décousue que c'est très compliqué de retrouver tout ça. On a l'impression qu'avec les candidats Cléa, ça peut être ça. À un moment donné, les éléments de preuve, déjà, on n'a pas toujours gardé la trace. Et puis, c'est fait de tellement de petits bouts de parcours que des fois, c'est pas évident. Tu peux illustrer là-dessus, Alix? Alors, les grands classiques, à chaque fois, déjà un premier élément de preuve, en tout cas que moi, je joins toujours au dossier pour le jury, c'est un CV. Un CV actualisé, bien évidemment, où j'ai demandé aux personnes d'expliquer les missions qu'elles effectuaient, comme je leur ai demandé de me l'expliciter dans le premier entretien. Ensuite, on va avoir pour les personnes qui ont passé un CFG, un brevet des collèges, un CAP, un bac, etc., une copie de leur diplôme. Mais ça peut être aussi une copie du relevé de notes s'ils n'ont pas validé le diplôme, mais qu'ils ont eu, je ne sais pas, ils ont pu valider par exemple toute la partie pratique d'un CAP, eh bien, on met en avant certaines compétences dans la partie pratique d'un CAP, toutes les compétences professionnelles qu'on peut mettre en œuvre, le travail d'équipe, etc. Ça peut être aussi, bien évidemment, des certificats de travail, des fiches de paye. Alors là, ça devient parfois un peu plus compliqué à retrouver pour certaines personnes. On a des gens qui gardent tout ça précieusement. Et puis, il y en a d'autres, eh bien, ils vont se lancer à la recherche. Je ne sais pas s'ils sont sur leur mobilette, mais en tout cas, il faut retrouver les anciens employeurs, aller redemander. Parfois, je sais que certains vont solliciter Pôle emploi, par exemple, puisque lorsqu'ils vont s'inscrire suite à une fin de contrat ou un licenciement, eh bien, il y a des éléments de preuve qui sont donnés dans leur dossier pour Pôle emploi. Donc, certains vont ressolliciter Pôle emploi, certains vont ressolliciter des organismes de formation dans lesquels ils ont pu suivre telle et telle formation. C'est vrai que ça, c'est un petit peu un parcours du combattant. Pour le peu que les personnes ont eu et puis avoir un parcours de vie un peu chaotique, c'est parfois très compliqué. Dans ces cas-là, l'entretien d'explicitation, eh bien, on détaille encore plus. Ouais. Donc, ouais. Alors, moi, comme ça, peut-être en conclusion, en synthèse, parce que comme le temps passe, je crois qu'il va être un temps de conclure et puis peut-être de laisser la parole à ceux qui ont participé s'ils ont des questions à poser.
Moi, j'ai l'impression que on pourrait se faire une image un peu fausse de la prestation d'évaluation, un peu comme si on passait les gens au scanner, hein, et puis il y a des informations comme ça qui sortiraient. On voit bien que c'est pas du tout ça, hein. La prestation d'évaluation, c'est vraiment une co-construction entre l'évaluateur et le candidat, où le candidat, il est forcément complètement acteur de sa démarche, donc ce qui pose la question de savoir est-ce qu'il est prêt, hein, pour rentrer dans une phase d'évaluation, hein, parce qu'on voit bien que c'est pas simplement c'est tout sauf ce qu'on disait tout à l'heure, un positionnement ou un examen. C'est une démarche de construction où on va le questionner, on va l'amener à vraiment aller chercher au fond de lui-même et de son parcours et de son expérience tout un tas d'éléments. Et puis c'est une démarche presque où il va se ressortir différent, puisqu'il y a certainement des éléments dont il va prendre conscience au fur et à mesure de cette prestation d'évaluation. Donc il n'est pas le même en rentrant, en arrivant sur la phase d'accueil et au moment de l'entretien de synthèse, et a fortiori si en plus il y a un parcours de formation entre l'évaluation préalable et l'évaluation finale. Donc on voit bien que c'est une prestation à part entière. C'est pour ça que ça nous paraissait important d'essayer d'ouvrir la boîte noire et puis d'en parler. La semaine prochaine, on va faire un webinaire avec cette fois-ci des salariés qui viendront expliquer comment ils ont vécu une prestation d'évaluation. Ça sera aussi complémentaire de ce qu'on a dit là aujourd'hui, je l'espère. Pour conclure, de ton côté, Alix, en tant qu'évaluatrice, cette fois-ci, le dernier message que tu voudrais faire passer concernant cette prestation d'évaluation, l'intérêt qu'elle représente, et puis… Je trouve que alors on n'a pas parlé, parce qu'on n'a pas trop le temps, mais voilà, de la phase de la mise en situation où là, les gens, c'est une sorte de jeu de rôle grandeur nature. Et là, on voit les gens en action. Et en fait, moi, ce que j'aime faire passer comme message, c'est que l'on soit à la recherche d'une nouvelle activité, que l'on se réoriente, que l'on soit, peu importe, j'allais dire, à un moment donné de son parcours professionnel, la certification CLEA, c'est un moment où c'est un moment clé où on peut faire le point de son parcours, mettre en avant toutes les compétences qu'on a pu utiliser, mettre en œuvre dans le parcours professionnel. Et c'est aussi un autre regard, un regard objectif, puisque c'est une reconnaissance officielle au niveau national. C'est pas, j'allais dire, on parlait tout à l'heure, on faisait la comparaison avec un bilan de compétences, c'est même pas un organisme reconnu pour les bilans de compétences qui valide, c'est une certification au niveau national. Donc, c'est vraiment quelque chose, me semble-t-il, de très pertinent dans un parcours de formation, dans un parcours professionnel, soit en continuité, soit en réorientation professionnelle, quels que soient les souhaits et les objectifs de cette réorientation professionnelle. D'où l'importance du fait qu'on parle de CLEA et qu'on en parle le plus possible pour que ce soit du côté des candidats eux-mêmes, mais aussi des employeurs, des entreprises, CLEA soit aussi reconnu comme étant la certification qui permet de vérifier que ces compétences-là, ces fameuses compétences transversales sont bien maîtrisées. Tout à fait, c'est une sorte pour un employeur, quelqu'un qui va recruter un candidat avec une certification CLEA, c'est une sorte d'assurance que la personne, elle saura, alors aucune assurance sur les compétences techniques en tant que telles, mais sur les compétences, elle saura communiquer, elle saura s'intégrer à l'équipe, etc. Ça a quelque chose de rassurant pour un recruteur. Bien, espérons qu'on soit entendu. Avant peut-être de conclure, Victor, Jennifer, qui est encore connecté, des questions, des remarques, des interrogations, Non, pas de retour? Non, c'était très clair, merci. Oui, également, merci. Merci à vous. Merci à vous. Pour ce retour. Écoutez, donc on va conclure. Juste donc je rappelle, donc la semaine prochaine, on fait un nouveau webinaire consacré à CLEA, en donnant cette fois-ci la parole au versus employeur, avec donc une expérience qui a été conduite dans le secteur de l'insertion par l'activité économique, une entreprise de Dole. Et donc
on demandera aux participants à cette expérimentation de nous faire un retour sur la manière dont les choses ont été vécues, tant par les professionnels qui ont participé à la mise en œuvre de cette expérimentation que par les bénéficiaires eux-mêmes. Voilà, merci. Merci à vous. Merci et à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Merci, bonne fin de journée, au revoir. J'arrête.